C'est l'histoire d'un mouvement à la veste jaune fluo. Un mouvement de révolte contre le président Emmanuel Macron. Arrogance, j'ai jamais vu un président aussi arrogant que ça. Après qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune et alourdi les taxes sur le diesel. Là, ce qu'il nous reste, quand vous avez pris la TVA, la taxe, tout ça. Là, ce qu'il nous reste pour manger. En ce 24 novembre 2018, il manifeste pour la seconde fois sur les Champs-Élysées, symbole de richesse. Je me souviens d'un intervenant brillant qui avait fait la remarque très vite, là, dès le 18 novembre, attention à ce mouvement. Qu'est-ce qu'un gilet jaune? Un gilet jaune, c'est ce que l'automobiliste doit mettre sur son dos, la chasuble qu'il doit porter, lorsqu'il a eu un accident ou une panne, et en quelque sorte qu'il est au bord de la route en détresse. Au bord de la route en détresse. À partir du 15 du mois, la moitié de la population est à découvert. On vit à découvert. Macron, là, il doit démissionner parce que c'est une honte ce qu'il fait. Le 1er décembre 2018, après 2 samedis de manifestations dans toute la France sans réponse politique, la colère des manifestants explose. À Paris, l'Arc de Triomphe est pris d'assaut. Et là, tu arrives dans une scène de chaos total, quoi. Et tu t'aperçois que tu peux lier 2 mots qui ne vont pas ensemble ou qui ne devraient plus aller ensemble, c'est-à-dire le mot guerre et Paris, parce qu'on est vraiment dans un schéma de guerre totale sur ce rond-point qui est celui de l'Arc de Triomphe. Pour le peuple, putain! Pour la France! À 2 kilomètres de l'Arc de Triomphe, le ministère de l'Intérieur et surtout le palais présidentiel. Pour la première fois, le pouvoir tremble. Il y a eu des appels où on se demandait si les grilles finalement de l'Élysée ou de Beauvau n'allaient pas tomber parce que les manifestants s'en rapprochaient de plus en plus et que c'était extrêmement compliqué de tenir. La République a réellement tremblé le 1er décembre. Dans la nuit qui suit les émeutes, Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Argentine, où il assistait à un sommet du G20. Enfin, un dernier mot sur le contexte français, et parce que je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Jacques Attali, l'un des mentors d'Emmanuel Macron, participait à ce voyage officiel. J'étais avec Emmanuel Macron dans l'avion qui le ramenait d'Argentine, puisqu'il m'avait convié à l'accompagner au G20. Ils ont parlé très longuement dans ce vol de retour. Nous avons débarqué le matin qui a suivi l'incendie de l'Arc de Triomphe. Je peux vous dire que là, il avait compris. À partir de cette date,
Emmanuel Macron va durcir la répression policière de la plus grande révolte populaire survenue en France depuis mai 1968. Au lendemain du 1er décembre, Emmanuel Macron et Christophe Castaner se rendent sur les Champs-Élysées pour constater l'ampleur des dégâts. Et c'est simplement ça que je pense. Et pour moi, c'est tout le problème. C'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons, il adore les grands financiers, il adore les très riches, comme on dit à Londres. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Voilà, et voilà, c'est pourquoi on en arrive là. Donc en fait, toute cette casse, c'est désolant. Ce qui a été fait à l'Arc de Triomphe, c'est effectivement désolant, mais pour moi, le premier responsable, c'est M. Macron. À partir de ce moment-là, le gouvernement va durcir sa doctrine du maintien de l'ordre. Ancien CRS, Grégory Joron est aujourd'hui à la tête du premier syndicat policier de France. Il a participé à plusieurs réunions de crise au ministère de l'Intérieur. On en a parlé au ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a eu en effet des réunions entre le 1er et le 8 décembre, puisque finalement, la République a réellement tremblé le 1er décembre. Traumatisé par le saccage de l'Arc de Triomphe, l'exécutif va mobiliser près de 120 000 gendarmes et policiers pour le samedi suivant. On rappelait tout le monde. C'est-à-dire qu'on mettait finalement en maintien de l'ordre, j'ai des souvenirs très frais en tête, dans des villes de province comme à Lorient, où on sortait tous les collègues du commissariat, c'est-à-dire même ceux qui n'avaient pas fait de maintien de l'ordre, ou qui n'avaient même jamais fait de maintien de l'ordre, ou qui n'étaient même plus sur la voie publique depuis 15 ans, on leur mettait un casque émo, un bouclier, et on leur disait « tu vas faire du maintien de l'ordre aujourd'hui ». Donc en fait, on a mis tout le monde par terre pour essayer de gérer ces mouvements qui avaient lieu sur tout le territoire. C'était extrêmement compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre le 1er et le 8 décembre ? Ce qui a changé, c'est le fait de ne pas subir et de ne pas attendre le choc et de le provoquer. Désormais, le mot d'ordre, c'est d'interpeller un maximum de manifestants. Pour cela, le gouvernement va mettre en place des DAR, détachements d'action rapide. À la manœuvre, Michel Delpuech, préfet de police de Paris, durant les 5 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes. La doctrine a été à ce moment-là de multiplier ces moyens plus réactifs, plus mobiles, et c'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'à l'époque nous avions baptisé DAR, mais qui était constitué, c'est vrai, c'est qu'après le commentaire en a été fait, mais qui était constitué non pas par les unités classiquement employées dans le maintien de l'ordre, mais des unités qui sont faites pour lutter contre la délinquance, c'est ce qu'on appelle les brigades anticriminalité que nous avions sur Paris et en petite couronne, et qu'on a regroupé des moyens. Et l'idée, c'était que ces moyens soient libres, puissent réagir rapidement. Est-ce que ça n'a pas pu créer des erreurs sur justement la gestion des manifestations des Gilets jaunes ? Je sais que l'observation en est souvent faite, mais on fait avec la ressource que l'on a. Encore une fois, les forces classiques de maintien de l'ordre sont pas bien préparées, c'est pas de leur fait, c'est pas un problème de compétences, d'engagement, de courage, de maîtrise des policiers ou des gendarmes, mais sont plutôt préparés pour des logiques un peu statiques, de tenue de point, d'avancer à un ordre serré éventuellement pour disperser, pour mettre fin à des troubles, que d'avoir cette capacité de se projeter pour intervenir ici, intervenir là et interpeller. Et les interpellations sont toujours au demeurant extrêmement difficiles. Le 8 décembre à Paris, les forces de l'ordre vont procéder à près de 1200 interpellations, 3 fois plus que le samedi précédent. Mais surtout, plus question pour les manifestants de circuler à leur guise. Dorénavant, gendarmes et policiers encerclent les gilets jaunes avec la technique de la nasse.
La NAS, c'est quelque chose qui peut se pratiquer dès lors, encore une fois, moi c'est ce qu'on m'a toujours appris en CRS, dès lors que vous avez une soupape de sécurité. Ça veut dire dès lors qu'il y a un échappatoire possible. Depuis ce matin, ils passent leur temps à balancer des grenades, à nous dire de nous disperser, mais où c'est que vous voulez qu'on se disperse? On est parqués ici, on est coincés, on peut même pas bouger. Et ils sont arrivés, ils étaient combien? Une trentaine avec les chiens, ils nous ont foncé dedans, flashball comme ça et tout. C'est vraiment humiliant pour le peuple et je trouve qu'il y a vraiment énormément d'abus de la part pas des forces de l'ordre, mais ceux qui donnent les ordres au-dessus, quoi. Monsieur Macron, merci, quoi. Éric Mirguet est membre de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Il a étudié l'utilisation des NAS durant le mouvement des Gilets jaunes. C'est totalement en dehors de ce pourquoi ce type de technique avait été pensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments identifiés parmi les gens. On souhaite simplement empêcher les personnes de se déplacer. Il n'y a aucune communication. Les gens ne sont pas informés de ce qui se passe. On voit les gens qui demandent, les policiers ne répondent pas. Donc clairement, ça va être générateur de tensions et de problèmes assez rapidement. Grégory Joron reconnaît que les NAS n'ont pas toujours été bien utilisées lors des manifestations des Gilets jaunes. Elles sont pas bonnes quand elles sont appliquées de manière rigide, où finalement on laisse les gens au même endroit, sans pouvoir leur permettre de partir s'ils ont envie de partir, et sans leur donner de réponse quand ils posent des questions pour savoir comment ils sont, pourquoi ils sont nassés. Et ça fait une cocotte minute, et en général ça nous pète à la figure. Donc la NAS, c'est intéressant dans des dispositifs de maintien de l'ordre, dès lors que c'est bien géré. Je ne suis pas sûr que ça ait toujours été le cas pendant les Gilets jaunes, clairement. Après 4 samedis de manifestations, Emmanuel Macron s'adresse pour la première fois aux centaines de milliers de personnes révoltées par sa politique. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Pour apaiser la situation, le président promet une augmentation du salaire minimum de 100 € et demande aux employeurs d'accorder une prime exceptionnelle de 1 000 €. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, le montant du SMIC mensuel net ne sera pas revalorisé de 100 € au 1er janvier 2019. Le président s'est bien gardé de rappeler que cette hausse de 100 € était prévue bien avant le mouvement des Gilets jaunes, sous forme de prime d'activité et étalée sur plusieurs mois. L'Élysée a en fait décidé d'accélérer le calendrier et de verser cette prime d'un seul coup. Une pirouette, vite comprise par les Gilets jaunes, qui vont continuer à se mobiliser les samedis suivants. Je sais pas ce que c'est, moi, la prime d'activité, donc désolé, hein, mais je suis pas concerné, moi, alors... On est concerné par rien. On est concerné par rien, nous, alors de toute façon, forcément... Enfin, si avec ça, il y a tellement de choses à changer, tellement... La première réponse, elle n'a pas été à la hauteur, et derrière, ça s'est arrêté là, et finalement, on n'a eu qu'une réponse policière. Donc on a mis les policiers face à cette expression de colère, et donc du coup, nous, mes collègues sur le terrain en tenue, ont finalement été le réceptacle de cette colère-là, et la cible finalement, puisqu'ils représentaient l'autorité de l'État. Une colère que les policiers vont réprimer grâce à leur armement.
Depuis 2016, la police française est dotée du lanceur de balles de défense 40 du fabricant suisse Brugger et Thomet. Une arme intermédiaire capable de projeter une balle en caoutchouc avec une puissance 2 fois supérieure à une balle de tennis lancée à 200 km/h. Sur la question du LBD, du maintien de l'ordre. Et moi-même, comme d'ailleurs mon prédécesseur, j'avais clairement dit que ce n'était pas fait pour le maintien de l'ordre, le LBD. C'est clairement, on n'en a pas besoin pour encadrer une manifestation classique, pacifique, qui peut ici ou là donner lieu peut-être à de petits débordements. Mais là, on n'avait pas affaire à ça. On avait des comportements violents ressemblant davantage à ce que sont des violences urbaines, et notamment la violence contre les forces de l'ordre elles-mêmes. Et là, on a absolument besoin d'armes intermédiaires. Autre arme dangereuse, la GLIF-4. Une grenade lacrymogène qui contient 26 grammes de TNT. En un an, sur les 2500 gilets jaunes blessés, près de 350 le seront gravement par ces armes, que la réglementation internationale considère comme des armes de guerre. Une trentaine de manifestants se retrouveront éborgnés, 6 auront la main arrachée. Et vous savez, quand je suivais les événements que je les dirigeais du point de vue des forces de l'ordre, quand des blessés étaient constatés dans le rang des manifestants, ne croyez pas que ça fasse plaisir. Et à personne, en tout cas pas à moi. Pas à moi. Quand on utilise ce type d'armement pour le maintien de foule, ça fait que forcément, quelle que soit la légitimité au départ de l'idée de vouloir l'utiliser, il y aura des conséquences pour de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. D'où ces bilans fous. Parmi les blessés graves, Jérôme Rodriguez. En quelques mois, ce commerçant originaire de Tremblay en France et papa de 2 petites filles est devenu une figure du mouvement. Notamment sur Facebook. Sam, salut la famille Pascal, c'est Flo. Où il cumule plus de 200 000 abonnés. Le 26 janvier 2019, c'est l'acte 11 du mouvement des Gilets jaunes. Ce jour-là, quelques centaines de manifestants arrivent place de la Bastille. Jérôme Rodriguez est présent et comme d'habitude, il filme la manifestation. 3 ans après les faits, il nous raconte. Donc tu vois, on arrive de la rue là. Donc dans un premier temps, il y a un cordon de CRS qui nous empêche d'accéder à la place parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de violence actif sur la place. Une fois qu'ils rouvrent le cordon, moi je rentre sur la place, tout est calme. Donc j'arrive de la rue comme ça, je fais un petit peu le tour. J'arrive sur le rond-point un petit peu à cet endroit-là. Je rencontre des amis du rond-point de Senlis, du 60 que je salue et que je prends plaisir à rencontrer. Et ça commence un peu à bouger. Et là, tu as une première escouade de flics que je me souviens qui commence à courir par là. De mémoire, ça doit être des bacs parce que je les vois pas vêtus en bleu. Et je vois une deuxième escouade de flics. Donc moi, j'ai mon téléphone et mon sandwich. Et si tu veux, j'ai un mouvement de recul pour les laisser bosser, les mecs. Et puis bah là, en espace d'une seconde, je vois un éclair sur la gauche et je sens quelque chose qui me tape. Je vacille et je tombe quelques mètres plus loin à hauteur de la colonne. Lycée, stop, stop. Il y a un blessé. Allez, sur le dos. Oh putain, les filles. La première phrase que j'entends, c'est ils lui ont éclaté l'œil, quoi. En plein oeil. Ils ont crevé un oeil. Bah tu sais que comme c'est diffus, mis à part le fait que je prends un tampon et que je m'écroule au sol et que c'est le bordel et que je suis beaucoup plus stressé d'avoir appris qu'on m'a crevé un œil mais qu'on vienne pas me sauver, j'ai pas plus d'image que ça, quoi. Que d'être j'ai super froid hein, parce que le sol est mouillé et gelé, on est quand même au mois de janvier et puis je suis pas bien parce qu'on vient pas m'aider, quoi. Allez, faut y aller.
Au final, on finit par m'extraire. Et je rentre dans le camion. Mais je ne sais pas encore vraiment ce que j'ai physiquement, quoi. « 15 jours après l'incident, Jérôme Rodriguez apprendra qu'il a définitivement perdu son œil droit. Il deviendra le 26e mutilé du mouvement des Gilets jaunes. En mars 2019, la France est rappelée à l'ordre par les Nations Unies. À Genève, la haut-commissaire aux droits de l'homme dénonce devant l'ambassadeur français les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. In France, the Gilets jaunes have been protesting what they see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the government to continue dialogue, including follow-up to the national discussions which are currently underway, and urge full investigation of all reported cases of excessive use of force. Quelques jours après cette remontrance des Nations Unies, toujours faute de réponse politique à leur révolte, des dizaines de milliers de gilets jaunes se retrouvent de nouveau sur les Champs-Élysées. Nous n'avons pas été entendus jusqu'à présent et qu'il y a trop de choses qui sont inacceptables, injustes, insupportables, insoutenables. Je n'accepte pas la violence d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça qui a été entendu jusqu'à présent. Regarde le mec qui caillasse en face. Miguel, je sais pas ton mec qui caillasse. Ouais, je sais, mais je le vois pas, il y a trop de monde, je peux pas tirer là. Très vite, les fantômes du 1er décembre ressurgissent. Les manifestants tentent de nouveau de prendre d'assaut l'Arc de Triomphe. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se ressource dans les Pyrénées. À Paris, une image forte va marquer la manifestation. Le Fouquet's, prestigieux restaurant des Champs-Élysées où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire en 2007, est incendié par des manifestants. Suite à ce 18e samedi de manifestation, le chef de l'État est obligé d'interrompre son week-end de ski pour rentrer à Paris. Il rejoint dans la soirée la salle de crise du ministère de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, Michel Delpech est remercié. C'est le choix du gouvernement. Mais ça, comment vous l'expliquez ? C'est le choix du gouvernement. C'est le choix du gouvernement. À sa place, le pouvoir nomme Didier Lallemand, un préfet de police bordelais réputé intransigeant. Votre première mission, évidemment, sera de maintenir l'ordre public dans la capitale. Samedi, sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux, des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser. Car on ne peut pas se prétendre simple spectateur de ceux qui défigurent Paris, de ceux qui balafrent la France. Ancien agent des renseignements généraux et longtemps patron d'un syndicat de police, Alexandre Langlois était en poste quand Didier Lallemand a été nommé à Paris. Juste avant qu'il ait sa promotion, il gérait Bordeaux. Bordeaux qui n'était pas exceptionnel, mais surtout il y a un épisode qui a été médiatisé, c'est l'affaire Olivier Béziade, ce pompier volontaire qui s'est fait tirer dans le dos par une équipe de police. 2 tirs de LBD, un tir en cloche de grenade et laissé dans une mare de sang. Les hommes
Didier Lallemand a annoncé à tout le monde que les policiers avaient fait un usage normal des armes parce que c'était le chaos et qu'il y avait des magasins pillés. Et Didier Lallemand a menti. Malgré ce mensonge, malgré avoir couvert un acte délictuel, à minima, il a eu une promotion. Une fois nommé à Paris, Didier Lallemand va mettre en place les Braves M, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Il a recréé les Braves qui sont la résurgence des voltigeurs. Les voltigeurs, c'est 1986, qui arrive à la mort tragique de Malik Osekim lors d'une manifestation. 35 ans après, Didier Lallemand ressuscite ses brigades motorisées. Problème, certains motards de la police rechignent à rejoindre la Brave, jugée trop répressive. La seule bonne nouvelle, c'est que même les Braves n'arrivent pas à recruter assez de personnes. Selon Alexandre Langlois, leur hiérarchie aurait mis la pression sur ces fonctionnaires, refusant de rejoindre cette nouvelle unité. Il y a des motards qui ont refusé en disant « moi je suis motard de la police nationale, je ne suis pas là pour faire le coup de main ». Ils ont été sanctionnés aussi. Ils ont eu des petits problèmes disciplinaires ou des décalages de vacances, enfin des petites brimades que les policiers peuvent faire, mais ils ont dit « c'est pas mon travail ». Samedi 16 novembre 2019, quelques heures après une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallemand, se rend place d'Italie. Il y est interpellé par une gilet jaune. Parce que c'est une petite... Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. La République, elle appartient à tous ses enfants appartiennent à la République. Et il ne doit pas y avoir de camp. Il faut fédérer, il faut rapprocher. Tout ce qui divise, tout ce qui oppose, surtout dans les temps que nous traversons, est négatif. Il faut éviter d'opposer inutilement les uns et les autres. La situation est déjà suffisamment compliquée pour ne pas en rajouter. Alors que la répression mise en place va faire en un an plus de 2500 blessés côté manifestants, Emmanuel Macron et son gouvernement refuseront constamment d'admettre qu'il y a eu des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et donc, partout où en effet il y a de la violence, j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part, de maintenir l'ordre public. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. C'est un déni en fait. Pour nous, c'est des violations des droits de l'homme, c'est la responsabilité de l'État et c'est extrêmement grave. Puisque l'État s'est engagé de respecter les droits de ses citoyens, de protéger ses citoyens. Et donc, qu'on les appelle violences policières, qu'on les appelle comme la justice, violence par une personne dépositaire de l'autorité de l'État, ou comme nous, des violations des droits de l'homme, c'est des actes qui ne doivent pas arriver. Et lorsqu'ils se produisent, ils doivent être réprimés. Sur 456 plaintes pour des cas de violences policières contre des gilets jaunes, seulement 19 ont fait l'objet de poursuites de la part de l'inspection générale de la police. Et quand on propose au président de la République de faire un geste d'apaisement, il ne donne pas suite. En janvier 2020, Jean-Pierre Mignard, célèbre avocat et soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017, propose au président d'indemniser les blessés non mis en cause par la justice. Une démarche d'apaisement que François Mitterrand avait acceptée après la violente répression des révoltes étudiantes de 1986. Ce qui avait été fait par François Mitterrand et Michel Rocard, quand ils sont revenus au pouvoir, enfin François Mitterrand n'avait jamais quitté le pouvoir, mais lorsque le gouvernement Rocard est arrivé au pouvoir, en accord avec le président, ça a été de dire on ne va pas attendre les multiples procédures d'aboutir, quand il y avait eu des étudiants blessés, on va prendre l'initiative d'indemniser sans attendre. Ça a été excellent, parce que c'était remédier un peu à des infirmités que des jeunes gens allaient porter toute leur vie. Je trouvais que c'était une bonne mesure. Je pensais qu'on pouvait faire la même chose. Cette violence, elle n'était pas uniquement imputable aux fonctionnaires de police, dont certains, beaucoup, ont été blessés, mais malheureusement, c'est sans commune mesure avec les blessures, les dommages subis par beaucoup de manifestants qui, pour beaucoup, manifestaient à Paris pour la première fois. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas d'encadrement, etc. On ne recherchait pas la responsabilité des policiers en particulier, mais l'État reconnaissait sa faute dans la gestion de l'ordre public et indemnisait. C'était quand même pas demander le diable, comme on dit
dans les campagnes. Et ça, vous l'avez proposé personnellement à Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Et que vous a-t-il dit? Et que c'était une bonne idée, que je verrais ça avec son directeur de cabinet. J'ai eu une fois un lien, et puis même je devais être chez moi, en Bourgogne, et puis par Zoom, et puis il n'y a eu rien depuis. Je veux dire, quand on est président de la République, on doit s'élever, quoi. On doit prendre des gestes. Sa fonction était de rendre la société française moins clivée, moins agressive, moins violente, moins heurtée. Voilà. Et à la fin, il sera jugé aussi à ce bilan-là. Et malheureusement, à la date de ce jour, ça peut peut-être changer, hein, mais à la date de ce jour, je ne trouve pas que la société française soit aujourd'hui moins clivée qu'elle ne l'était en 2017. Pas du tout. Faute d'une décision présidentielle, Jérôme Rodriguez a dû se battre en justice. Suite à la mise en examen du policier auteur du tir, il a fini par obtenir de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions une indemnité de 30 000 €. De l'argent qui lui a permis de payer essentiellement ses frais d'avocat et de subvenir aux besoins de ses 2 petites filles. Mais que représente cette somme quand on a perdu son œil à vie? Je l'ai déjà dit à maintes reprises, psychologiquement c'est très compliqué. C'est compliqué. Il y a des jours où c'est comme un immeuble. Je suis dans ce putain d'ascenseur. Je vais monter très très haut parce que je vis des choses formidables, hein. Dans la rue, parce que même là, hein, tu sais, le temps de venir vous voir, je me fais alpaguer 3 fois, M. Rodriguez. Je suis pas gilet jaune, mais tu vois, enfin, j'ai eu 5 embrouilles en 3 ans dans la rue. Et encore, c'est des mecs super courageux, ils ouvrent la fenêtre, ils te traitent de connard. Donc tu vois, je monte très très haut. Et puis je descends très très bas pour rien des fois, pour tu sais, des petits faits psychologiques. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que t'as mal au ventre, t'as une gastro où on te file un Imodium et un bol de riz, tu te reposes 24 heures et tout va bien le lendemain. Et là déjà de trouver le nom de ce que t'as dans la tête, c'est compliqué. Et d'avoir le bon traitement, c'est compliqué. Donc il y a des phases de shutdown. Et des fois ça se voit sur ma page où je vais disparaître pendant une semaine parce que je ramasse. Je ramasse énormément. J'ai eu 5 embrouilles en 3 ans dans la rue. Et encore, c'est des mecs super courageux. Quand Jérôme Rodriguez a perdu son œil, c'est Michel Delpech qui commandait les policiers parisiens. Pour rien, des fois, pour tu sais, des petits faits psychologiques. Donc c'est très très compliqué. Parce que je ramasse. Je ramasse énormément. Ça, quand vous voyez ça, quelle est votre réaction? Encore une fois, moi, j'ai vu ces images-là avec une forme de gravité, parce que nul ne peut être d'abord indifférent à cette situation que personne n'a souhaité, évidemment, et moi, un homme en détresse, en difficulté. Et tout ce que je peux souhaiter pour lui, c'est qu'avec le temps, il ait la force et les ressources nécessaires pour surmonter cette période extrêmement cruelle pour lui qu'il doit vivre. Et je comprends tout à fait ce qu'il peut éprouver. Reste désormais à la justice de décider si le policier auteur du tir est coupable ou non. Mais pour Grégory Joron, les forces de l'ordre ne devraient pas être tenues pour seules responsables lorsqu'elles commettent des violences. La République se tire une balle dans le pied. Parce que quand on va chercher des responsabilités individuelles dans ce genre de choses, en fait, on va juste expliquer à mes collègues qui vont faire du maintien de l'ordre demain ou qui vont être dirigés dans une action de police, faites attention, parce qu'on va vous donner des ordres, et si jamais vous vous plantez, vous serez tout seul à la barre. Il y a toute une chaîne hiérarchique, tout un système de maintien de l'ordre qui devrait être, entre guillemets, présent pour s'expliquer. Si en effet, à ce moment-là, l'ordre était mauvais, eh ben, il faut une remise en cause de ça. Il faut évidemment une responsabilité qui soit dégagée. Que mes collègues soient responsables, oui, au bout de la chaîne. Mais la chaîne, en fait, il y a des maillons partout. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, c'est un policier qui va prendre. Forcément, il en va de sa responsabilité, il m'a tiré dessus. Mais qu'en est-il de la responsabilité des donneurs d'ordre?
Et c'est ça qui, je pense, sera dégueulasse. Alors moi, je vais te dire un truc. Prison ou pas prison, ça ne mordra pas mon œil. Ça va peut-être plus lui niquer sa vie à lui. Argent ou pas argent, ça ne mordra pas mon œil. Mais c'est dommage que tout le monde ne paye pas. Et que ce soit qu'une seule personne qui paye. Après plusieurs demandes par mail, nous appelons l'Élysée pour tenter de recueillir le sentiment du président de la République sur le bilan des blessés durant le mouvement des Gilets jaunes. Organisation presse, bonjour. Oui, bonjour, Yanis Mamdi, je suis journaliste pour Off Investigation. Je vous ai envoyé une demande d'interview par mail concernant la doctrine du maintien de l'ordre durant le mouvement des Gilets jaunes. On voulait interroger le président là-dessus. Je vais la relancer. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste préciser que c'est important qu'il nous réponde, puisque durant le mouvement des Gilets jaunes, la doctrine du maintien de l'ordre a fait plus de 2500 blessés côté manifestants, dont 30 éborgnés et 5 mains arrachées. On voulait donc savoir s'il avait des regrets. Quel est votre délai Là, d'ici la semaine prochaine. Ok. Écoutez, je relance et quelqu'un devrait revenir vers vous. Voilà. Très bien, je vous remercie. Voilà. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Nous n'aurons jamais de retour. Tout au long de cette révolte, Emmanuel Macron aura donc constamment entretenu un déni. Il n'y aurait pas eu de violence policière, ni même de mort provoquée par la police. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Je le dis bien parce que, compte tenu de la nature de cette crise, de ce que la France vit depuis plusieurs semaines, c'est inédit. Et je veux ici rendre hommage au professionnalisme des forces de l'ordre dans ce contexte. Voilà. Moi, je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Malheureusement, il y en a eu, du fait de d'autres bêtises. Bon. Mais, non, Pourtant, il y a bel et bien une personne qui a été tuée suite à un tir policier lors du mouvement des Gilets jaunes. Son nom, Zineb Redouane. Sur le Vieux-Port, des centaines de manifestants défilent pour rendre hommage à Zineb Redouane, morte le 2 décembre 2018, à l'âge de 80 ans. De venir parce que justice n'a toujours pas été faite pour Zineb qui a été tuée par un CRS en marge d'une manifestation des Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Elle était tout simplement en train de se faire voler et depuis 3 ans il y a une enquête qui refuse de la considérer comme victime. Je pense qu'il est important de rappeler aux personnes chaque manifestation que Zineb a été tuée et que la justice n'est pas rendue. En début de soirée, quelques manifestants exprimeront leur colère face aux forces de l'ordre. Mais que s'est-il passé exactement pour que 3 ans après les faits, les manifestants en veuillent toujours aux policiers ? Le 1er décembre 2018, à Marseille, des Gilets jaunes manifestent. La police réplique à coups de grenades lacrymogènes. Au 4e étage de son immeuble, Zineb Redouane, 80 ans, est gênée par les gaz. Quand elle se rend à sa fenêtre pour fermer les volets, elle est touchée au visage par une grenade lacrymogène tirée par un policier depuis le boulevard de la Canebière.
Membre d'une association qui milite pour le désarmement de la police, Yann est un proche de la fille de la victime. À ses côtés, nous pénétrons dans l'appartement où vivait Zineb Redouane. En fait, au moment où elle se fait tirer dessus, elle n'a pas encore commencé à fermer les volets, a priori. Elle regarde par la fenêtre, et en fait, elle voit le tireur qui est sur la voie de tram, juste en face d'elle. Et c'est là, en fait, elle est au téléphone avec sa fille, et donc elle le voit et il tire. Au moment du tir, la fille de Zineb Redouane est encore au téléphone avec sa mère. Elle nous raconte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis restée en ligne. Et en une minute comme ça, elle est allée vers la fenêtre. Elle a tendu la main pour fermer la fenêtre et elle a croisé le regard. C'est ce qu'elle m'a raconté. Elle a croisé le regard d'un CRS, d'un policier qui était sur le trottoir en face de chez elle. Il a fixé son arme envers elle. Elle l'a vu, elle l'a bien vu. Mais elle ne s'attendait pas qu'il allait tirer. Voilà. Et c'était en quelques secondes, j'entends les cris, ces cris. Elle criait 6 ou 7 cris comme ça, intenses. Et moi, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, maman, qu'est-ce qui s'est passé. Le téléphone est tombé par terre. Pendant un moment, après, j'ai su qu'elle était en train d'éteindre les étincelles avec ses pieds. Et elle a ramassé le portable, elle m'a dit, il m'a visé. Et donc elle prend la grenade ici sur le torse, elle lui rebondit dans le visage, et les palets lacrymogènes, ils tombent ici dans la pièce. Il y en a au moins 3 qui tombent ici et qui brûlent en fait ici. Et donc à ce moment-là, elle est blessée au visage, elle saigne, et elle commence par écraser, à essayer d'écraser. Mais tu peux pas écraser des palets lacrymogènes, ça marche pas. Donc elle a essayé, et après elle est partie dans l'escalier pour se réfugier. Alors que Zineb Redouane vient de s'écrouler au sol, un policier se présente à elle. Il y a un policier qui fait pression, en fait, qui est assez menaçant pour obtenir l'accès à l'appartement. Et donc c'est dans ce moment de tension, en fait, où Zineb va refuser dans un premier temps, puis elle va laisser ses clés, et le policier va accéder à l'appartement, suivi d'un pompier. Et en fait, spontanément, dans l'appartement, ils vont modifier la scène. C'est-à-dire qu'ils vont en fait emporter la grenade, qui est la pièce à conviction. Et dans le dossier, c'est écrit dans un premier temps qu'elle a été placée à la poubelle. Et en fait, la grenade lacrymogène, elle va être retrouvée dans la portière du camion de pompiers 3 jours plus tard. Donc au moment où l'enquête a commencé, et suite à la mort, au décès de Zineb Redouane, qui est du coup décédée à 22h le soir, le 2 décembre, à l'hôpital de la Conception. C'est une grenade de type MP7 qui a touché Zineb Redouane. Le premier impact est sur son torse et a priori rebondit du torse, puisque c'est dans cette inclinaison-là. Ça rebondit sur son torse et ça la tape en plein visage. Et en fait, ça va lui briser les os du visage. Pourtant, pendant des mois, les autorités vont nier toute responsabilité. Le 3 décembre 2018, une autopsie pratiquée à Marseille se contentera d'évoquer un décès des suites d'un choc opératoire provoqué par les antécédents médicaux de Zineb Redouane. Suite à son décès, le tribunal de Marseille ouvre néanmoins une information judiciaire. Parallèlement, l'IGPN, la police des polices, enquête également sur ce qu'il s'est passé. Elle se procure les images de la caméra de vidéosurveillance située sur le boulevard de la Canebière. Très vite, l'enquête établit que le tireur appartient à une compagnie de CRS de Saint-Étienne. Le voici au moment du tir. Le 6 décembre 2018, l'IGPN de Marseille transfère ces images de vidéosurveillance au capitaine de la compagnie de CRS pour qu'il identifie l'auteur présumé du tir. Dans son procès-verbal, voici sa réponse. Après avoir consulté l'ensemble de la chaîne hiérarchique et les personnels concernés, je suis dans l'impossibilité d'identifier ce fonctionnaire compte tenu de la qualité et de l'éloignement des clichés. Invité par ailleurs à remettre les lance-grenades de sa compagnie afin de pouvoir déterminer l'arme qui a tiré et son utilisateur, le capitaine de CRS s'y oppose afin, dit-il, de ne pas obérer la capacité opérationnelle de l'unité lors de cette période de mouvements revendicatifs intenses. Quelques mois plus tard,
le ministre de l'Intérieur disculpe la police de la mort de Zineb Redouane. Au micro de France Inter, Christophe Castaner développe ce qui va devenir la thèse officielle. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire. Après, effectivement, sur son balcon, elle ne manifestait pas avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée et qui est arrivée sur son balcon. C'est un drame. Et vraiment, je pense à elle, je pense à sa famille. 3 mois après cette interview, Christophe Castaner décore de la médaille de la sécurité intérieure le capitaine de l'unité de CRS dont un des membres avait tiré sur Zineb Redouane. Mais en juillet 2019, nouveau rebondissement. Une contre-autopsie algérienne, révélée par le média, impute directement la mort de Zineb Redouane au tir du policier. L'importance de ce traumatisme est directement responsable de la mort par aggravation de l'état antérieur de la défunte, malgré les soins intensifs prodigués en urgence. En novembre 2020, le média Disclose publie les résultats d'une enquête indépendante. Une agence d'expertise, qui enquête sur les violences policières grâce à une modélisation en 3D des événements, démontre que le tir à l'origine du drame était totalement illégal. Forcément, au moment du tir, il ne peut que savoir que la trajectoire de sa grenade va être coupée par le plan des façades de l'immeuble et donc va venir impacter quelque part sur ces façades d'immeubles, quel que soit l'angle de tir, même s'il est compris entre 30 et 45 degrés, qui correspond en effet c'est une des conditions qui rend un tir réglementaire, c'est qu'en effet, il soit dans un angle entre 30 et 45 degrés pour avoir une trajectoire parabolique. Mais si on a un obstacle immédiat, comme on le voit ici dans la rue des Feuillants avec ces immeubles, sa trajectoire sera coupée et là, c'est forcément plus un tir réglementaire. En plus, ici, en fait, ce qu'on essaie de développer aussi, c'est qu'on voit qu'il y a infraction avant même que la grenade n'atteigne Zineb. C'est-à-dire au moment même où il appuie sur la gâchette, il y a déjà une faute grave parce que qu'est-ce qu'on vient de voir là ? On vient de voir toutes les fenêtres de la rue des Feuillants qui étaient potentiellement sur la trajectoire du tir. Il faut savoir que c'est une arme qui n'est pas du tout précise. Donc on ne peut pas exactement savoir où est-ce qu'on va tirer, mais toutes ces fenêtres sur la façade de la rue des Feuillants étaient potentiellement impactées par ce tir. De fait, il a atteint Zineb Redouane au visage, à son balcon, sur une trajectoire de 37 mètres. Et justement, là, on a des détails par rapport à la vitesse du projectile au moment de l'impact, près de 100 km/h, et les conséquences qui viennent justement de l'expertise médico-légale, justement un fracas de l'ensemble de l'hémiface droit de la victime. Suite à ces nouveaux éléments, nous tentons de joindre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur lors des événements. Sans réponse, nous lui adressons un SMS dans lequel nous demandons si pour lui, la police n'est toujours pas responsable de la mort de Zineb Redouane. Voici sa réponse. Bonjour, on va laisser la justice se prononcer sur la responsabilité des uns et des autres. Pour ma part, je ne dispose d'aucun élément du dossier depuis que j'ai quitté mes fonctions, bien à vous. L'enquête indépendante qui démontre que le tir n'aurait jamais dû avoir lieu, l'IGPN va s'en saisir. Elle recommande alors d'envoyer le tireur et son capitaine devant un conseil de discipline pour leur manque de discernement. Une demande rejetée par le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux. Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. En un an, la réponse policière du président de la République au mouvement des Gilets jaunes aura causé une mort, plus de 2500 blessés côté manifestants, dont près de 400 blessés graves, et 2000 blessés chez les forces de l'ordre. À l'époque député de La République En Marche, aujourd'hui soutien des écologistes. Aurélien Taché estime qu'Emmanuel Macron n'avait pas à l'époque pris la mesure de la crise. Qu'est-ce que vous en avez pensé du maintien de l'ordre sous Emmanuel Macron ? Je pense que c'est peut-être la plus grande faute de son mandat. Je pense vraiment que là, pour le coup, il a abîmé le lien qu'il avait avec les Français. Il a laissé les Français s'abîmer entre eux. Il y a eu aussi une violence de l'État à travers sa police. Encore une fois, ce n'est pas les policiers que je mets en cause, hein, c'est bien la manière dont le pouvoir politique a utilisé la police, des hommes et des femmes qui souvent viennent du peuple même, pour éborgner, tirer avec des balles de LBD
sur des Français et que ça, c'est extrêmement grave. Certes, il y avait cette affaire de taxe carbone, et peut-être que si un moratoire avait été mis en œuvre, une table ronde organisée un peu plus vite, ça aurait sans doute même fait tomber la pression. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes d'observateurs et d'analyse, je ne vais surtout pas dire que je comprends que ce qu'ils ont fait chaque fois qu'il y a eu des débordements et des violences. Mais en revanche, il faut que notre pays apporte réponse à ces situations, ce que M. Fourquet a appelé l'archipel français, et des ensembles qui s'écartent et qui ne parlent plus le même langage. Monsieur le Président de la République, c'est un homme qui n'accepte jamais de remettre en cause aucune de ses décisions, ou qui ne change jamais de point de vue, et c'est pas très bon ça, je trouve, dans une démocratie et quand on exerce le pouvoir. Ça reste un échec, quoi qu'on en dise, quand vous avez des gens qui ont des mains arrachées sur un maintien de l'ordre, des gens qui sont éborgnés, des policiers qui sont brûlés, c'est jamais satisfaisant. Je veux dire, pour une démocratie, je le répète, parce que pour une démocratie comme la nôtre et une république comme la nôtre, on ne peut pas s'en satisfaire, évidemment que non. On est énervé, mais on n'est pas des gens violents. On est peut-être plus apte à vouloir discuter que de se faire crever les yeux. À un moment donné, il faut juste comprendre que des gens te demandent à toi de montrer l'exemple, d'être irréprochable, responsable de tes actes. Et eux-mêmes ne le sont pas. Elle est où la justice? Si à un moment donné il y avait justice, qu'elle soit bien donnée, peut-être que ça en calmerait pas mal, et qu'on aurait peut-être moins de problèmes aussi. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir participé à tout ça ou pas? T'as pas le temps pour le regret. T'as pas le temps. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.